Le poids de leur rire l'écrasait contre les casiers tandis qu'ils ricanaient. « Tu es trop laid pour être vu !» Mais ce que ces brutes n'ont jamais réalisé, c'est que leurs mots les plus cruels formeraient un jour la base de quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, ces mêmes mots parviennent à des millions de personnes, transformés en messages de force et d'acceptation de soi. Voici l'histoire d'un garçon qui a transformé un profond rejet en un mouvement qui remodèle la façon dont nous nous percevons. Son parcours commence à cet instant étouffant où tout s'est assombri, à l'exception de quelque chose au plus profond de lui-même qui refusait de capituler. L'obscurité avant l'aube, une vie définie par la cruauté des autres. Chaque matin, Alex avait l'impression de se diriger vers une exécution. Le trajet en bus scolaire était une marche lente, chaque arrêt ajoutant de nouveaux bourreaux potentiels à la cage métallique. Il maîtrisait l'art de l'invisibilité, les épaules voûtées, les yeux baissés, la capuche bien serrée malgré la saison. Les couloirs du lycée de Westridge n'étaient pas des passages mais des champs de bataille, où ses camarades de classe le poussaient dans les casiers pendant que les professeurs détournaient le regard. « Regardez qui a décidé de se montrer aujourd'hui !» Enfin, les railleries étaient aussi routinières que la sonnerie du matin. Ses traits asymétriques, sa tache de naissance qui courbait de sa tempe à sa pommette comme un coup de pinceau égaré d'un artiste, faisaient de lui une cible perpétuelle, un point focal de cruauté qui le suivait partout. En deuxième année, Alex avait mémorisé chaque couloir de l'école en fonction de ses zones de sécurité. Le laboratoire de biologie de M. Ramirez pendant le déjeuner, les toilettes du 3e étage, l'espace étroit derrière le gymnase où il pouvait respirer pendant 7 minutes volées. Il avait complètement abandonné la cafétéria, choisissant plutôt de manger perché sur des couvercles de toilettes fermés, chronométrant chaque bouchée entre les ouvertures de la porte des toilettes. La maison lui offrait un refuge fragile, mais la technologie brouillait ses frontières. Sa chambre était devenue un autre champ de bataille, car les notifications arrivaient en masse, des photos de Claes manipulées, des messages privés remplis de gentillesses feintes qui se transformaient rapidement en venin. Son téléphone, autrefois source de connexion, est devenu un instrument de torture qu'il ne pouvait se résoudre à éteindre. Le rejet de Frankenstein, le frère encore plus laid de Double Face, défaut de naissance humain. Ces mots ont érodé son estime de soi, creusant des blessures plus profondes que n'importe quelle échymose. Des années plus tard, ces mêmes phrases allaient devenir le titre de sa série de contenus la plus puissante, mais à l'époque, elles n'étaient que le vocabulaire de sa perte. Ses notes ont chuté, tout comme son moral. Les B ont glissé vers les C, puis les D, jusqu'à ce que les devoirs incomplets s'accumulent comme des accusations silencieuses. Les questions inquiètes de ses parents se sont heurtées à un mur de « je vais bien », jusqu'à ce qu'ils arrêtent de poser des questions, confondant repli sur soi et résilience. Son 16e anniversaire a révélé la profondeur de son isolement. 5 chaises vides, autour d'un gâteau intact, finalement dévoré par les amis de sa petite sœur. Sans présence numérique, après avoir purgé ses comptes harcelés, c'était comme s'il avait complètement disparu du monde. Les nuits se transformaient en d'interminables combats avec le plafond, traçant des fissures qui formaient des voies de fuite imaginaires. Son corps supportait les conséquences des tourments de son esprit, maux de tête, douleurs abdominales inexplicables, perte de poids qui creusait ses joues. La science a validé la souffrance des parias. Le rejet social chronique active les mêmes voies neuronales que la douleur physique. Son taux de cortisol est resté dangereusement élevé, affaiblissant son système immunitaire. Une hypervigilance constante a épuisé son corps, le forçant à vivre dans un état perpétuel de combat ou de fuite. Par une froide nuit de novembre, alors que la pluie chuchotait contre la fenêtre, Alex ouvrit un document vierge. « À quiconque trouvera ceci », tapa-t-il. Ses doigts se déplaçaient instinctivement, enregistrant chaque blessure, chaque nom, chaque déjeuner passé dans la solitude. 3 heures et 17 pages plus tard, sans aucune planification, il a activé la fonction vidéo de son ordinateur portable. Les mots de sa lettre de suicide sont devenus un témoignage brut.
Sa voix tremblait et se stabilisait tandis qu'il exprimait sa douleur à haute voix. Lorsqu'il a terminé, il a regardé la vidéo terminée, publiée. Le bouton brillait sur son écran. Sa main tremblante planait au-dessus de la souris. Ce simple clic pourrait marquer sa reddition finale ou son premier acte de défi. Un clic, un geste si petit qu'il était à peine perçu comme un mouvement. Un geste si immense qu'il allait remodeler sa vie et celle de milliers d'autres qui attendaient dans la même obscurité, aspirant à la permission de parler. Le premier murmure, trouver une voie dans la vulnérabilité. Ce simple clic a envoyé son angoisse dans le vide numérique, là où la plupart des confessions passent inaperçues. Mais la vulnérabilité d'Alex a touché une corde sensible dans l'algorithme d'une manière que personne n'avait prévue. Internet, l'arme même utilisée pour le détruire, était sur le point de devenir son sanctuaire. Pendant 3 heures atroces, il resta allongé sur son lit, les yeux rivés au plafond, son téléphone posé à l'envers sur sa table de nuit comme une bombe à retardement. Il imaginait la réaction violente qui se formait, les commentaires moqueurs qui couvaient, les nouvelles munitions qu'il avait volontairement remises à ses bourreaux. Lorsqu'il trouva enfin le courage de vérifier, ses mains tremblèrent si violemment qu'il laissa tomber son téléphone 2 fois avant de déverrouiller l'écran. Le nombre de notifications lui coupa le souffle. 17 commentaires, 32 mentions, j'aime, 4 partages. Son pouce plana au-dessus de l'icône de l'application, une partie de lui-même souhaitant désespérément tout effacer et disparaître. Mais quelque chose de plus profond le tira vers l'avant. Le premier commentaire est apparu. Je n'ai jamais entendu quelqu'un décrire exactement ce que je ressens chaque jour. Merci de me faire me sentir moins seul. Alex cligna des yeux, défila. Un autre. C'est moi aussi à mon école. Comment tu survis à ça? Pas de moquerie, pas de cruauté, de la reconnaissance. Dans sa chambre sombre, éclairée seulement par la lumière bleue de son écran, le visage d'Alex se crispa d'un étrange soulagement. Peut-être pour la première fois, il était vraiment vu. Sa vidéo de 17 minutes manquait de l'esthétique soignée qui dominait les réseaux sociaux. Son acné était visible. Ses traits asymétriques étaient sans filtre. Sa voix se brisa lorsqu'il évoqua la découverte d'un rat mort dans son casier. Comme un tableau brut révélant plus de vérité qu'une photographie parfaite, sa crudité créait quelque chose de rare, une humanité authentique. Au matin, le nombre de vues a atteint 300. Une semaine plus tard, il a atteint 2000. Il a commencé à publier davantage de messages. Des pensées spontanées capturées entre les cours, des réflexions nocturnes enregistrées à voix basse. Chaque publication renforçait sa voix. « Je reste honnête », a-t-il déclaré dans sa 3e vidéo, en désignant la fissure dans le mur derrière lui. « C'est là depuis que j'ai 9 ans. Je pensais que les choses brisées devaient être cachées. Maintenant, je pense qu'il faut peut-être les reconnaître. » Cette phrase, imprévue, est devenue sa première citation virale. Même si son audience est restée modeste, un peu moins de 5000 personnes à la fin du mois, leur engagement a dépassé le simple défilement. Alex a développé un nouveau langage qui accepte ses différences plutôt que de les dissimuler. « Mon œil gauche est plus bas que mon œil droit. C'est un fait », a-t-il déclaré dans une vidéo. « Les faits ne sont pas le problème. Ce sont les histoires que nous leur attribuons. L'histoire, c'est « mon visage m'appartient ». Son téléphone éteint n'était que le début. Alex fixait l'écran noir, un bref répit dans le flot incessant de notifications. La célébrité n'était pas arrivée avec les célébrations. Elle s'était écrasée dans sa vie comme un raz-de-marée, balayant les fondations de son isolement soigneusement construit. Le lendemain matin, après que son téléphone soit tombé en panne, il a emprunté l'ordinateur portable de sa mère et s'est connecté. Les chiffres l'ont stupéfait. 250 000 abonnés, des milliers de messages et d'emails provenant des principaux médias. Le monde avait ignoré sa souffrance jusqu'à ce qu'elle devienne quelque chose de consommable. « Je ne savais pas comment être une personne que les gens reconnaissent », a admis plus tard Alex. « J'avais passé des années à essayer d'être invisible, et soudain, des inconnus m'arrêtaient à l'épicerie, pleuraient et me disaient que je leur avais sauvé la vie.
Sa première rencontre publique eut lieu dans un café. Une fille s'approcha, les mains tremblantes, les yeux remplis de larmes. « Tu m'as fait sentir que je méritais peut-être d'exister », murmura-t-elle avant de s'éloigner. Alex resta figé, son café refroidissant. Le poids de porter l'espoir des autres pesait lourdement sur ses épaules. La visibilité de l'entreprise a attiré des vautours inattendus. Un représentant de marque lui a proposé 5 000 $ pour qu'il mentionne sa gamme de soins pour la peau conçue pour les peaux imparfaites. Une agence artistique lui a promis de maximiser son récit de traumatisme pour une croissance optimale sur la plateforme. Leurs propos lui ont donné la nausée. Ses traits, autrefois source de douleur, étaient devenus des atouts commercialisables. Sa mère a remarqué qu'il se retirait à nouveau, mais différemment cette fois. C'est comme s'il avait échangé une prison contre une autre, confie-t-elle. Avant, il était pris au piège de leur haine. Maintenant, il est pris au piège de leurs attentes. L'algorithme récompensait la vulnérabilité, mais seulement celle qui alimentait l'appétit du public pour la souffrance. Lorsqu'Alex publiait des articles sur ses progrès et sa guérison, l'engagement diminuait. Certains l'accusaient de ne plus être authentique. C'était comme si les gens ne valorisaient que sa souffrance, pas son évolution. Puis, un message inattendu est arrivé, de la part de Jason Bennett, l'un de ses anciens bourreaux. Les excuses oscillaient entre la justification et le regret. 3 autres messages ont suivi, de la part de différents camarades de classe, chacun faisant preuve d'un degré de contrition plus ou moins élevé. Mais c'est le message de Michael qui a laissé Alex paralysé. « Ce que je t'ai fait est cruel et impardonnable. J'ai regardé toutes les vidéos. Je ne te demande pas pardon. Je veux juste que tu saches que tu as changé au moins une des personnes qui t'ont fait du mal. » Une semaine plus tard, Michael lui a demandé « Accepteriez-vous de me laisser m'excuser publiquement ?» Cela aiderait peut-être d'autres harceleurs à voir ce qu'ils font avant qu'il ne soit trop tard. Pour la première fois, le pouvoir avait basculé. Alex avait le contrôle du récit. Il pouvait dénoncer Michael, lui pardonner ou l'ignorer. Des choix qui ne lui avaient jamais été donnés auparavant. « J'ai réalisé que quel que soit mon choix, cela enverrait un message de justice, de pardon et de guérison », a-t-il déclaré plus tard. Pendant cette période, Alex a trouvé du réconfort auprès d'autres créateurs qui avaient transformé la douleur en objectif. Leurs appels nocturnes sont devenus des espaces sacrés où ils ont discuté du poids de leur plateforme, de la culpabilité de monétiser le traumatisme et de la pression de toujours être en phase de guérison. C'est au cours de ces conversations qu'Alex a compris quelque chose de crucial. Son histoire n'était pas seulement une histoire de survie, elle était aussi une histoire de transformation. Ces conversations nocturnes avec d'autres créateurs sont devenues le sanctuaire d'Alex, un espace où le poids de la visibilité était compris. Alors que de nombreux influenceurs restaient prisonniers du cycle de l'exposition émotionnelle, Alex redéfinissait tranquillement son objectif. Il avait passé des mois à exprimer sa douleur dans des vidéos, mais maintenant, une nouvelle question émergeait. Et si la vulnérabilité n'était pas seulement quelque chose à consommer, mais quelque chose à enseigner? 8 mois après le début de son parcours, il a lancé une série de vidéos en 5 parties intitulée « Reclaiming Your Reflection ». La série a introduit des concepts tels que l'appropriation des traits et la perturbation narrative, des outils conçus pour aider les autres à retrouver leur estime de soi. Une jeune femme, qui avait été moquée pour son nez proéminent, a utilisé les techniques d'Alex pour se mettre au défi. Elle a photographié son profil sous des angles qu'elle évitait auparavant, puis a transformé ses images en une série d'œuvres d'art célébrant sa silhouette. Les parties de soi-même qu'ils utilisent comme armes sont en réalité votre plus grande armure, est devenue l'une des phrases les plus partagées par Alex. Elle apparaissait sur des t-shirts, dans des entrées de journal, même sous forme de tatouages à l'encre sur la peau. Une autre idée clé, l'identité réflexive, mettait les gens au défi d'examiner dans quelle mesure leur image de soi n'était qu'un reflet de l'opinion des autres. Mais le fait de s'éloigner de la confession pure et dure a suscité des résistances. Certains de ses fidèles de longue date ont regretté son émotion spontanée. « J'ai l'impression que tu es en train de devenir un autre influenceur du développement personnel », a écrit l'un d'eux. D'autres l'ont accusé d'avoir perdu son authenticité. Alex a abordé leurs inquiétudes de front dans une vidéo spontanée, filmée dans la même chambre à coucher faiblement éclairée où son voyage avait commencé.
Je ne m'éloigne pas de ma douleur, a-t-il dit, la voix ferme. Je refuse de la laisser informe. Ma douleur mérite d'être structurée. Votre douleur mérite d'être structurée. Sinon, nous nous noyons dans des sentiments sans bouée de sauvetage. Cette philosophie est devenue le fondement de son projet le plus ambitieux, Transformation Frameworks, un atelier interactif co-développé avec la Dre Elisa Chen, psychologue clinicienne spécialisée dans les traumatismes liés à l'apparence. Certains critiques l'ont accusé de proposer une thérapie sans licence. Il a précisé « Je ne suis pas un thérapeute. Je ne suis pas là pour diagnostiquer ou traiter. Je propose des outils de navigation provenant de quelqu'un qui a parcouru un terrain similaire. Son processus en 3 étapes, reconnaître, rechercher, récupérer, a aidé des milliers de personnes à affronter leurs plus profondes insécurités. Mais son innovation la plus marquante a été les cercles de réflexion, des espaces communautaires modérés où les participants pouvaient partager leurs expériences sans jugement ni comparaison. Contrairement aux réseaux sociaux, où la douleur se transforme souvent en spectacle, ces espaces favorisent une véritable guérison. 9 mois plus tard, Alex a organisé un live stream de 4 heures avec des personnes qui avaient utilisé ces outils pour se reconstruire. Il ne s'agissait pas seulement d'histoires de survie, mais d'histoires de transformation. À mesure que sa communauté s'épanouissait, un paradoxe inattendu émergea. Les traits qui avaient fait d'Alex une cible de choix devenaient désormais ses atouts les plus reconnaissables. Son sourire asymétrique était stylisé dans les fanarts. Son profil distinctif apparaissait sur les produits dérivés. Mais derrière l'accueil public se cachait une lutte privée. Comment pouvait-il enseigner l'acceptation de soi alors qu'il sursautait encore face à son propre reflet? Sur les écrans, des milliers de personnes le trouvaient inspirant. Mais seul, devant son miroir, il voyait toujours le même garçon qui autrefois avait les épaules voûtées et se cachait dans les toilettes. Je lisais des commentaires me qualifiant de beau ou de courageux, a-t-il admis lors d'un live-stream non filtré, et je regardais littéralement autour de ma chambre vide en me demandant de qui il parlait. Cette déconnexion se manifeste de manière subtile. Lors du montage vidéo, il se retrouve à supprimer des images qui mettent en valeur l'asymétrie de sa mâchoire, pour ensuite se forcer à les restaurer. Sa créatrice, May, a remarqué ce schéma et a proposé quelque chose de radical, intégrer ses traits à l'identité de sa marque. Le logo qu'elle a créé représentait un contour stylisé de son visage, l'angle exact qu'il avait autrefois évité, rendu dans sa couleur bleue emblématique. C'était comme regarder quelqu'un construire un monument à une version de moi-même que j'apprenais encore à reconnaître, écrira-t-il plus tard. Le succès n'a pas effacé les cicatrices du rejet. Des crises de panique le saisissent encore avant ses apparitions en public. L'insomnie le pousse à faire défiler les commentaires à 3 heures du matin. Avec son thérapeute, il a développé des rituels d'ancrage. Une méditation de 10 minutes sur la présence physique, une petite pierre à tenir avant de parler, une détox numérique de 24 heures après avoir diffusé un contenu vulnérable. Lors de sa première conférence TEDx, ces rituels l'ont sauvé. En montant sur scène, il a été pris d'une vieille envie de se cacher. Il savait exactement comment se positionner pour que son mauvais côté reste invisible. Au lieu de cela, il a mis la main dans sa poche, a saisi sa pierre de mise à la terre et a tourné, délibérément, pour que la symétrie complète de son visage soit visible pour le public. « J'ai passé des années à perfectionner l'art de la visibilité sélective », a-t-il commencé. « Je pouvais vous dire exactement sous quels angles je paraissais le plus normal. Je suis devenu un expert pour me cacher à la vue de tous. » Le silence du public n'était pas celui du rejet, mais celui de la reconnaissance. 3 jours plus tard, un message est arrivé d'un garçon de 14 ans. « J'avais les pilules dans la main quand YouTube m'a suggéré ta vidéo. J'ai regardé tout le film avant de me décider. Puis je les ai rangées et j'ai réveillé ma mère. Merci d'exister visiblement. Je vais essayer. » Quand ses larmes se furent enfin calmées, Alex se retrouva debout devant son miroir, sans chercher de défaut, sans ajuster sa posture. « Je regarde juste. » Pour la première fois, le visage qui me regardait n'était pas celui d'un monstre. Ce n'était pas un héros. C'était simplement lui. Entre les téléchargements et les messages, Alex revient souvent là où tout a commencé, en suivant son reflet dans l'écran obscur. Autrefois, il évitait les miroirs. Aujourd'hui, son voyage lui a donné naissance à quelque chose d'entièrement nouveau.
Ce qu'il a créé n'était pas seulement du contenu, c'était un sanctuaire, construit à partir des mots mêmes qui avaient été utilisés pour le briser. Son impact ne se mesure pas en nombre de vues ou d'abonnés, mais en messages comme celui de Priya. Votre vidéo sur le rejet m'a donné le courage de postuler pour la promotion que j'ai obtenue hier. C'est l'alchimie de la véritable influence, pas seulement être vu, mais vraiment voir les autres. Grâce à des pratiques quotidiennes de vulnérabilité, Alex est devenu le miroir qu'il n'a jamais eu, lui renvoyant des possibilités. Le garçon qui autrefois ne pouvait pas supporter son propre reflet existe désormais parmi les milliers de personnes qui ont trouvé leur chemin grâce à sa lumière.